Alors bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alexandrine Morand, maître de conférence donc à l'Université de Paris 8 en neuropsychologie, neurosciences, et puis rattachée au laboratoire DISCO. Pardon, Alexandrine, une seconde. Ouais, il y a une ombre. Il y a Pas d'ombre sur notre présentation. Je vais remercier d'abord le comité organisationnel de cette journée du CESU département 40, si ma mémoire sémantique est bonne en département, pour vous présenter en fait tout le travail de formateurs en amont des formations en fait auprès d'apprenants adultes afin de, on va dire, favoriser leur mémorisation au cours de cette formation. Alors, ce travail de formation, il repose sur différentes étapes, en fait, bien en amont de la session, en fait, qui ont été proposées notamment par ce qu'on appelle la neuroéducation, en lien également donc, avec la fonction de mémoire. Et ce travail, en fait, est crucial et donc il comporte plusieurs étapes successives, dont la première qui est essentielle et qui va en fait se baser sur la compréhension des besoins des apprenants que vous allez avoir au cours de cette formation. Ensuite, il va être nécessaire de transformer ces besoins en compétences et qui vont permettre de définir en fait les objectifs de la formation. Ensuite, pour le formateur lui-même, ça va lui permettre de préparer toute cette planification pédagogique en lien avec les besoins qui ont été cités en amont. Et puis enfin, je vous parlerai également de l'activation en fait, des connaissances antérieures, mais également des nouvelles connaissances, un petit peu de projection dans le futur. Alors, comprendre les besoins des apprenants, donc ça va être la première étape essentielle de ce travail en amont. Justement pour savoir un petit peu pourquoi les apprenants en fait, participent à la formation, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de cette formation, quel est leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme compétences, même si nous, en tant que formateurs, on aura déjà des objectifs auxquels on veut les tirer. Eux-mêmes, en fait, vont venir avec des compétences propres qu'ils veulent obtenir. Ensuite, donc le meilleur moyen pour accéder à ce type d'information, c'est pourquoi pas, par exemple, proposer un questionnaire en ligne, donc en amont que la formation ait lieu, justement en récoltant en fait toutes les caractéristiques en fait que je vais appeler ça individuelles, donc nom, prénom, l'âge, les expériences antérieures, la situation actuelle professionnels et puis surtout les besoins qu'ils vont avoir à travers cette formation. Je pensais même quelque chose auquel on est assez sensible alors, dans mon université, c'est pourquoi pas s'il y a des handicaps possibles. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, de transformer des cours en braille ou faire cours avec un interprète en langue des signes. Donc parfois, c'est des choses auxquelles il faut penser bien en amont de cette formation. Et puis pour le formateur lui-même, ça va en fait lui permettre de connaître un petit peu le panel d'apprenants qu'il va avoir en face de lui, toute la variabilité en fait impossible, alors qu'on peut ici voir par une courbe de Gauss, parce que bien sûr on va se retrouver avec des apprenants avec des expériences très importantes antérieures, et puis d'autres avec un petit peu moins d'expérience. Et donc bien sûr il faut prendre tout ça en compte dans notre planification pédagogique. Ensuite, on va avoir besoin de transformer ces besoins en compétences, donc de passer à je veux voir telle information, à être capable d'identifier tel ou tel concept. Donc, bien sûr, il faut pouvoir répondre en fait à l'ensemble des besoins des apprenants, donc en personnalisant notre formation le plus possible. Et donc ça a été notamment amené par Michael Knox, qui a été un petit peu le père de l'andragogie, où en fait il faut savoir, il faut que les apprenants savent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre.
Et ça va permettre aussi de faire du lien, en fait, de mettre en place ces compétences avec leurs expériences antérieures. Ils vont déjà pouvoir commencer un petit peu à se projeter dans le futur, hein, c'est-à-dire imaginer un scénario possible. Donc là, ça va être d'imaginer en fait la formation possible qu'ils vont avoir. Et donc, ils vont déjà commencer un petit peu à mettre en place des traces mnésiques, des traces en mémoire. Pour le formateur lui-même, ça va lui permettre aussi également de se rendre compte, hein, est-ce qu'il est bien en cohérence pédagogique avec les besoins des apprenants qu'il a récoltés, et donc avec un peu une liste de questions qui doit, on va dire, assurer. Donc, qu'est-ce qui doit être appris? Est-ce que j'ai bien mis en place les compétences et les objectifs en lien avec les besoins des apprenants? Comment vais-je les former? Donc là, ça va être toute la planification pédagogique qu'on va voir ici, deux diapositives. Et puis également un petit peu ce dilemme, en fait, que savent-ils déjà en amont de cette formation et que leur reste-t-il à apprendre? Et puis après, d'autres questions, alors un peu plus post-formation, hein, qu'ont-ils appris? Où j'ai déjà vu que c'était déjà fait à l'ANSESU, hein, la formation, est-ce qu'elle a bien répondu à ses besoins en fait initialement donnés. Donc tout en fait ce travail, hein, en amont de récolte de besoins et de transformation, ça va déjà jouer en fait sur la motivation des apprenants, parce qu'ils vont tout de suite voir que le contenu va être adapté à ce qu'ils veulent voir dans la formation. Est-ce que c'est bien pertinent pour eux? Également, ça va permettre déjà, comme je vous le disais, une meilleure rétention en fait, des informations, et le fait que ça va personnaliser, ils vont déjà pouvoir créer des traces mnésiques. Et puis enfin, ça va déjà leur montrer un petit peu le côté actif. En ce moment, on parle beaucoup de pédagogie active en enseignement. Donc le fait de se sentir un petit peu valorisé et tout de suite impliqué, ça va aussi jouer sur leur autonomie future. Donc, une fois qu'on a en fait récolté ces besoins, transformé ces besoins en compétences, ça va nous permettre de mettre en place les objectifs de la formation et donc toutes les compétences à développer en lien avec en fait les moyens, alors, ce qu'on appelle également les acquis d'apprentissage, donc tous les processus et les concepts d'apprentissage qu'on va voir, et puis les méthodes d'apprentissage qui vont nous permettre d'atteindre ces concepts. Alors, une des manières, hein, pour voir si on a bien mis en place l'ensemble de ces compétences, c'est de voir si celles-ci, elles correspondent à la taxonomie, alors, ce qu'on appelle SMART. Alors, anciennement, c'était plutôt en lien avec le marketing, mais c'est de permettre de voir, en fait, hein, si les compétences qu'on a posées en amont de la formation, elles sont bien spécifiques, claires et personnalisées aux besoins des apprenants. Est-ce que celles-ci, elles sont quantifiables afin de voir la progression en fait, des performances au cours de la formation. Il faut aussi qu'elles soient atteignables, hein, dans un délai temporel imparti, hein, en lien avec le temps de la formation, qui peut être d'un jour, de quelques jours ou sur une semaine. Et puis, il faut que ce soit réaliste également, avec des compétences qui sont atteignables pour les apprenants. Il faut aussi que ces objectifs, en fait, hein, ils puissent suivre la taxonomie qu'on appelle d'Anderson. Alors là, c'est plutôt la taxonomie cognitive. Il existe aussi des taxonomies en lien avec tout ce qui est un petit peu affectif et psychomoteur. Et en fait, la base de la pyramide, hein, donc il va falloir en fait un petit peu poser des objectifs hiérarchiques. Ça va être de mémoriser en fait les connaissances de base. Alors souvent les étudiants ils me disent mais madame, nous on veut vraiment des questions de réflexion, on veut faire des débats, mais je leur dis, hein, on ne peut pas faire de débat tant qu'on n'a pas en fait, hein, cette connaissance de base où on a pu identifier des connaissances, les lister ou les nommer. Ensuite, il faut pouvoir un petit peu comprendre, être capable bien d'expliquer, comprendre les connaissances en fait, de base. Et ensuite, ça va nous permettre de les mettre en pratique. Alors, souvent, dans les formations pour adultes, hein, ça va être des mises en situation, de la mise en pratique, pour petit à petit aller vers ce qu'on appelle du transfert de
connaissance, alors qui est ici un petit peu modélisé par le bout de la pyramide de création. Enfin, ce qui pourrait être possible de faire, alors là, qui est adapté à la neuropsychologie, mais pourquoi pas proposer une sorte de plaquette en amont de la formation avec l'ensemble des compétences listées, alors ce qu'on pourrait appeler l'approche par compétences, avec justement la compétence qu'on souhaite atteindre, le concept d'apprentissage par lequel on va pouvoir atteindre cette compétence et les méthodes d'apprentissage qu'on va mettre en place pour en fait étudier ce processus d'apprentissage. Et donc le fait d'avoir tout ça en amont, l'apprenant en fait, va pouvoir se projeter dans sa formation, il va pouvoir aussi commencer un petit peu à chercher ces différents concepts. Pour le formateur, donc d'avoir une fois tous ces objectifs mis en place et ses compétences, ça va lui permettre de mettre en place toute une planification pédagogique. Donc ça va être important bien en amont de penser au plan du cours et pas au cours de la formation. Ça va aussi en fait, permettre de faire le lien avec les choix de méthodes d'apprentissage qu'on va mettre en place, donc plutôt des apprentissages actifs. Alors, je pense par exemple à l'apprentissage par problème. Ça peut être justement la mise en situation, donc des mises en pratique où on va pouvoir à la fois utiliser des connaissances antérieures, mais également les connaissances actuelles de la formation, les nouvelles connaissances. Et puis, ce qui peut être pas mal également en lien un peu avec tout ce qu'on appelle l'imagerie mentale, le palais des images, mise en place de diapositives. Alors, maintenant, c'est quand même assez courant de le faire. Ou bien, ça peut être des petites vidéos en amont de la formation. Et à la limite, là, on passe, par exemple, dans ce qu'on appelle une classe inversée. Et ça, je pense que ça marche pas mal chez l'apprenant adulte, un peu moins chez les étudiants pour l'avoir testé. Mais en tout cas, ça permet, une fois qu'on est en formation, de retravailler sur ces petites vidéos, leur poser des questions de compréhension là-dessus. Et puis, ce qui peut être aussi intéressant, c'est penser à toutes les évaluations qu'on va faire durant cette formation. Alors, pas forcément des évaluations certificatives comme on l'entend à l'université, mais des petites évaluations dites de feedback. Alors, j'entends par là, par exemple, l'apprentissage par erreur. En fait, souvent, moi, ce que je propose, c'est des textes à trous où ils ont juste à trouver en fait, le concept clé à remplir. Mais ça leur permet en fait, de voir un petit peu leur progression et d'avoir confiance en leurs nouvelles connaissances, mais aussi dans leurs connaissances antérieures. Et ça, il y a de nombreuses études qui l'ont montré que les feedbacks positifs vont tout de suite agir sur cette motivation intrinsèque, mais également sur l'autonomie en fait, des apprenants. Enfin, ce qui peut être intéressant aussi au cours de ces formations pour adultes, ça va être la réactivation des connaissances antérieures. Alors, on a plusieurs types d'évaluations qu'on peut utiliser. Alors, moi, je vais surtout m'intéresser à celle-ci, l'évaluation dite diagnostique. Mais vous avez également l'évaluation en fait, formative ou certificative après une formation. Donc, l'évaluation diagnostique, en fait, c'est d'évaluer toutes les connaissances antérieures, c'est ce qu'on va appeler le bilan de connaissances. Donc ça peut être assez facilement fait par un questionnaire en ligne qu'on fournit avant aux futurs apprenants sur les connaissances antérieures, parce qu'eux-mêmes, ça va leur permettre de voir s'ils ont bien les prérequis nécessaires à cette formation. Et s'ils voient qu'ils sont un petit peu justes, ils peuvent revoir après, repuiser dans les concepts. Même nous, en tant que formateurs, on peut leur fournir par exemple des supports en plus où il y a des manquements à ces connaissances qu'on va devoir réutiliser durant la formation. Ce qui est intéressant également, que je fais souvent en cours avec les étudiants, ça va être d'évaluer les apprenants sur les nouvelles connaissances, donc qu'ils n'auront jamais vues en fait auparavant, ou sauf ceux qui ont une expérience très importante. Mais c'est d'évaluer en fait à nouveau par un questionnaire sur tout ce qu'on va voir durant la formation. Bien sûr, en général, je les rassure, ils vont pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions.
mais parfois avec le bon sens, et puis des fois on ne se rend pas compte, mais on a enregistré en fait certaines informations par nos expériences professionnelles. Ils vont arriver à répondre, et surtout où ça va être intéressant, c'est de proposer ce questionnaire-là en fin de formation. Et là, l'apprenant va pouvoir vraiment voir en fait l'évolution de sa progression. Et en fait, il va pouvoir se rendre compte qu'il va pouvoir répondre en fait à toutes les questions possibles, et voir qu'il a pu atteindre en fait toutes les compétences, les objectifs de la formation. Donc ça, c'est aussi en lien avec les différentes répétitions évaluatives au cours de la formation, au cours des feedbacks. Alors après, pourquoi faire tous ces feedbacks? Alors d'un point de vue neurosciences, ça va permettre de jouer sur ce qu'on appelle la plasticité neuronale. En fait, la mémoire, comme M. Eustache l'a dit, c'est très dynamique, et donc plus on va voir les informations, alors anciennes comme nouvelles, plus ça va augmenter en fait ce qu'on appelle les traces mnésiques. Alors d'un point de vue neurophysio, c'est ce qu'on va appeler une augmentation de connexions synaptiques. Donc c'est l'augmentation entre nos neurones qui vont nous permettre de créer des réseaux neuronaux. Donc les ronds permettent de modéliser des structures neuronales. Et donc en lien par exemple avec la théorie des traces multiples, et je pense que ma collègue Mélissa Allais en parlera plus que moi pour l'ancrage à long terme. En fait, quand on va voir une connaissance pour la première fois, ça va créer une trace au niveau de l'hippocampe. Et puis, plus on va voir en fait cette trace, plus elle va être répétée, et puis en fait, elle va venir s'ancrer dans ce qu'on appelle le néocortex. Alors, ça correspond plutôt aux régions frontales ou pariétales, par exemple. Et puis, plus on va la voir, plus on va la consolider, et plus les liens en fait entre les structures, entre les traces mnésiques, vont se consolider également. Mais également, l'autre processus, c'est quand on va voir des connaissances antérieures, et souvent c'est ce qui se passe dans les formations pour adultes. Ils n'ont peut-être pas en fait utilisé ces connaissances pendant un laps de temps, des fois plusieurs années. Donc le fait de réactiver ces connaissances en fait antérieures, ça va, alors non pas, on va dire, alors ça peut réactiver l'ancienne connaissance, mais ça va recréer une nouvelle connaissance. C'est ce qu'on appelle un engramme mnésique. Alors c'est aussi en lien avec la loi de Hebb. Plus on va réactiver une trace, et plus elle va se renforcer. Donc ça va venir tout renforcer, ce réseau mnésique de connaissances passées et antérieures. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.